Bien, on vous souhaite une bonne soirée. Vous avez affronté les dangers du virus. Alors une bonne soirée pour toutes les personnes à la base. Un bonsoir pour les personnes qui sont dans la salle de cinéma. Et puis pour ceux qui suivent sur Internet. Donc Malraux, l'espace Malraux, on est à la base. Donc la base à l'espace Malraux, les amis du monde diplomatique. On a le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Todd. On espérait l'avoir un petit peu plus tôt, puis on a eu quelques difficultés. Bon, on est heureux pour ce soir de le recevoir. On avait, après une petite discussion, on s'était dit qu'on allait le présenter d'un point de vue scientifique, vu par un physicien, qui était une approche un peu particulière, puisque aussi bien les physiciens que les historiens sont des personnes qui essayent de s'affronter au réel pour le comprendre, et qui plongent dans le réel et reviennent dans la vie commune avec les objets bizarres qu'ils ont rencontrés. Donc Emmanuel Todd rencontre des objets bizarres de ce qui se passe dans la société. Comme les physiciens trouvent des objets bizarres, si ça vous paraît étrange ce que je dis, je pensais en particulier à la lumière, quelque chose de très commun. Les physiciens se sont empoignés aux alentours de la guerre de 14, donc au début du XXe. Il y en a qui disaient que la particule de lumière, c'était un corpuscule, un grain de lumière, et d'autres étaient sûrs que c'était des ondes. Ils ont mis 10-15 ans pour dire, finalement, c'est exactement les deux. C'est à la fois une onde et un grain. Et donc, on trouve des objets bizarres. Alors, dans un premier temps, on pense que c'est les physiciens qui sont bizarres. Non, c'est la réalité qui est bizarre, qui est complexe. Dans les sociétés humaines, on trouve aussi des choses très bizarres. On trouve des structures familiales, qui est la grande spécialité d'Emmanuel Todd, si j'ai bien compris. Il a fait sa thèse dessus. Et donc, c'est une thèse à partir de données expérimentales. Il part de l'empirique. Partir de l'empirique, ça veut dire à tout moment, on se réfère au réel. On ne cherche pas à bâtir une théorie, on cherche à comprendre ce qui se passe. Et on trouve donc des objets étranges, comme les structures familiales. Bon, il en parlera mieux que moi. Il a fait sa thèse dessus. Et on devait le recevoir au début en décembre pour le livre, je ne sais plus où il est. Où en sommes-nous, voilà, qui est à gauche. Esquisse d'une histoire humaine où il y a 3 moteurs d'explication. Alors habituellement, on s'occupe que de l'économie et de la politique. Bon, les marxistes sont centrés sur l'économie. Bon, c'est sûr que c'est une chose très importante. Et c'est ce qu'Emmanuel Todd appelle le conscient de la société. On a souvent le syndrome du lampadaire. Si on a perdu ses clés, on les cherche sous le lampadaire. Bon, les clés ne sont pas forcément sous le lampadaire, mais si on cherche loin du lampadaire, on ne voit rien. Alors, l'économie, ça a l'avantage de fournir un grand nombre de chiffres. On a des PIB, on a un grand nombre de nombres à utiliser, donc on a l'impression qu'on est dans le réel. Et c'est tout à fait conscient, et la plupart des gens expliquent la politique ou l'histoire à partir de ces chiffres dont on dispose. Emmanuel Todd voit une couche en dessous, qu'il appelle subconsciente, qui est liée à l'éducation. Les sociétés ne sont pas les mêmes quand il y a quelques pourcents qui savent lire, ou actuellement, où pratiquement toute la population est alphabétisée. Et on verra qu'alors qu'on pouvait penser au départ que plus il y a d'éducation, plus le concept d'égalité se développe, finalement, on a vu une chose étrange, je parlais de choses étranges tout à l'heure, c'est que ça a amené une stratification dans la société. Il y a à peu près 30% qui ont fini leurs études supérieures, je pars sous le contrôle du maître, 30% qui ont fait des études secondaires et à peu près 30% qui ont été bloqués au primaire. Et donc, on va en parler plus tard, ça déclenche une espèce de mépris en cascade dans la société. Ça, ce n'est pas directement lié à l'économie. Il y a des rapports avec l'économie, mais ça n'est pas limité à l'économie. Donc, il y a un aspect subconscient dans la société qui est lié à la stratification scolaire. Et enfin, une couche plus profonde qui est liée à la structure de la famille. Quand on est en âge de prendre femme, où est-ce qu'on prend une femme? Est-ce que le statut de la femme est élevé ou il est bas?
quels sont les taux de natalité chez les femmes. Enfin, en observant avec des statistiques ça au niveau mondial, on voit qu'il y a plusieurs structures de famille. Et là, on est dans une couche encore plus profonde que la couche scolaire, qui est une couche anthropologique. Pour l'économie et la politique, on a des constantes de temps de la dizaine d'années, 50 ans pour fixer les idées. Dans la couche consciente, dans la couche subconsciente, on a des constantes de temps plutôt de l'ordre du siècle. Et l'évolution de la scolarité, donc on raisonne en quelques siècles. Et sur la couche inconsciente, la plus profonde, on raisonne en millénaires. Et on a ces trois cycles qui se développent. Et à partir de ces trois cycles, de ces trois moteurs de l'histoire, Emmanuel Todd construit une esquisse de l'histoire humaine depuis le néolithique jusqu'à Macron. Et alors qu'on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui nous sont complètement incompréhensibles, comme l'arrivée de Macron, l'arrivée de Trump, le Brexit, enfin des choses qui pour les Français sont extrêmement étranges, elles s'expliquent relativement bien en lisant Todd, disons avec une certaine logique et en s'appuyant sur des faits. En tout cas, en s'appuyant sur des choses. J'aimerais en être aussi sûr que vous. Bon, j'aime beaucoup ce que fait Todd. Bon, il commence à devenir critique sur ce qu'il fait. Je ne pourrais pas le défendre. C'est le privilège de la retraite. Voilà. Si on peut se retourner sur le parcours. Et là, mon activité principale maintenant, c'est de... Comme en fait, j'ai été confronté à beaucoup de résistance ou de refus de regarder mon modèle. Dans un premier temps, vraiment, les gens n'ont... L'hypothèse d'un rapport entre structure familiale et idéologie politique était pour moi, au départ, effectivement, comme vous l'avez dit très justement, je dis très heureusement, une constatation empirique. C'est-à-dire la carte du communisme, la carte de la structure familiale communautaire, autrement patriarcale, c'est des réalités je dirais empiriques. Et les gens n'ont pas voulu voir, n'ont pas voulu regarder, avec l'idée que c'était une insulte à la liberté humaine. Et donc, dans un premier temps, j'ai commencé à prendre du plaisir à corriger moi-même corriger moi-même les erreurs sur les données. Et on fait toujours des erreurs, en fait. Quand on travaille sur les systèmes familiaux de l'ensemble des pays du monde, on peut avoir des erreurs. Et donc, je m'étais fait une règle de chercher mes erreurs avec l'idée que l'important, maintenant, dans ma vie, c'était d'être le premier à les trouver. Vous voyez, de faire tout le boulot soi-même, y compris la critique. Et là, ça s'aggrave. C'est-à-dire comme... C'est vrai qu'en fait, le modèle conscient, politique, économique, subconscient, éducatif, structure familiale, marche assez bien. Je dirais que la partie subconsciente commence à être acceptée, en fait. Si vous regardez les sondages d'opinion, l'interprétation des phénomènes, la conscience que les gens ont des conflits sociaux, c'est beaucoup les niveaux éducatifs. Ça, c'est passé, en fait. Moi, j'avais écrit ça dans l'illusion économique vers 1997. Mais ça passe comme ça. Les structures familiales, il ne faut pas rêver. Je suis arrivé à la conclusion que les sociétés ne veulent pas savoir la vérité sur elles-mêmes. Particulièrement les sociétés libérales ancrées dans des structures familiales nucléaires. Que les gens ont vraiment besoin de penser qu'ils sont libres. Absolument. Alors qu'ils sont libres en pratique, mais qui n'ont pas le droit de ne pas être libres. Oui, bon. Et donc maintenant, je me suis dit, je vais maintenant commencer à corriger des imperfections du modèle. Et ça m'a pris à Angers l'autre jour. C'est que, en fait, ce modèle en 3 couches, il est assez performant. Mais conscient, subconscient, inconscient. Mais je pense qu'il y a un glissement de sens qui ne va pas de soi. C'est que, bien sûr, c'est plus profond, au sens presque psychanalytique des choses. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qui est plus profond est plus important? Je veux dire, quand même, l'économie, c'est très important. La globalisation est quand même en train de détruire des sociétés et peut-être même de remanier des systèmes anthropologiques. Et donc, au final, je pense que, si j'ai le temps, je vais procéder à une horizontalisation du modèle où je mettrai finalement je garderai les notions de conscience, inconscience, subconscient, inconscient, mais en essayant de décrire des séquences historiques, puisqu'il s'agit d'expliquer l'histoire, où les facteurs des 3 niveaux se succèdent et sont en interaction, sans qu'on soit forcé de dire vous prenez le nazisme.
par exemple. Bon, moi, j'avais l'habitude de dire, comme évidemment, on part des imperfections. Les gens, vous lisez des bouquins d'histoire classiques et vous lisez le nazisme, la crise de 29. La crise de 29. Et donc moi, j'avais comme une sorte de routine, de présentation, de dire, bah oui, la crise de 29, mais quand même, aux États-Unis, la crise de 29, ça a produit Roosevelt. En Angleterre, des conservateurs asthéniques. En France, le Front populaire. Donc en fait, mais moi qui connais les structures familiales, je peux vous expliquer pourquoi la réaction anglo-américaine a été libérale, dynamique ou lente. La réaction française, libérale, égalitaire et progressiste et de gauche, est sympa, en fait, selon nos critères. Et la réaction allemande de type paranoïaque. Bon, et c'est vrai que sans les structures familiales, en ajoutant d'ailleurs les phénomènes religieux, puisqu'en Allemagne, en plus, il y avait l'effondrement du protestantisme dans les 60 ans qui précédaient, on ne peut pas expliquer cette divergence de la grande société. Mais en vérité, il ne faut pas oublier que sans la crise de 29, on ne peut pas l'expliquer non plus. Et donc, ajouter une dimension anthropologique ne doit absolument pas conduire à éliminer le facteur économique. Donc, c'est moins visible, moins conscient. Voilà. Donc, je suis au début de cette entreprise de déconstruction partielle de ce que j'ai fait. Bon, alors, on ne sait plus comment le défendre. Je vous donne plus clairement qu'à Angers la primeur de ce début de suicide. Bon, on va essayer de... Partiel. On va essayer de le conserver en vie, au moins jusqu'au couvre-feu. Donc, il y a aussi, dans Où en sommes-nous, une analyse détaillée des différentes structures familiales. Moi, j'ai trouvé passionnant. En plus, Emmanuel Todd, j'espère qu'il ne me contredira pas cette fois-ci. Et il est facile à lire. Non, mais ça, c'est de écrire simplement est ma plus grande fierté. Voilà. Donc là, je suis d'accord. Bon, oui, quelque chose qu'on peut noter à propos de cette réponse. Quand les physiciens reviennent avec ces photons qui sont des corpuscules, des grains de matière ou des ondes, on rentre et qui reviennent vers le grand public, il n'y a pas de conflit majeur. Il n'y a pas les ondes qui sont à gauche et les grains de lumière qui sont à droite. Il n'y a pas de conflit. Par contre, quand l'historien revient avec ces éléments étranges qu'il a découverts empiriquement, il revient, et quand il se retourne vers le grand public, il revient dans un champ où il y a des forces en présence, des forces politiques, qui fait qu'il est tout de suite classé. Ben, s'il pense ça du nazisme, et il l'associe à une certaine structure de famille, la famille souche, alors il y a des tas de conséquences politiques. Donc on imagine qu'Emmanuel Todd a des tas d'idées politiques à partir de ce qu'il a ramené, comme si les physiciens qui prenaient parti pour les ondes avaient un point de vue politique sur les ondes. Dans les deux cas, s'affronter au réel, c'est s'affronter à des objets étranges. Ça, on en a parlé tout à l'heure, et c'est ce dont je suis le plus content, c'est qu'il y a je pense qu'il y a un très gros malentendu sur mon activité et mes interventions publiques, en fait. Les gens ont l'air de penser que souvent je suis classé avec des critiques radicaux. Bon, pourquoi pas, ça ne me gêne pas, mais le gros de mon identité fondamentale est une identité de chercheur. J'ai toujours voulu trouver des trucs, des régularités, etc. Et ma première expérience a été bonne, finalement, parce que mon premier livre, c'était sur la chute finale, et c'est sur la décomposition de la sphère soviétique. J'avais dégoté le taux de mortalité infantile russe, ukrainien, etc., qui augmentait, et j'avais fait une prédiction disant le système est foutu, il va se casser la figure. Alors, ça avait été assez bien reçu, parce que c'était dans l'esprit de l'époque, ça. Ça tombait, je brossais dans le sens du poil. Vous savez, il y avait eu les nouveaux philosophes, juste en même temps. Raymond Aron était ravi, il m'avait invité à déjeuner. Il était tellement content de voir le petit-fils de son copain Nizan de l'école normale le justifier. Donc, il n'y avait pas eu de problème. Mais les gens avaient cru, et ils croyaient que j'avais écrit un pamphlet. Alors qu'en fait, moi, j'étais sûr d'avoir découvert la bombe atomique et que la Russie allait se casser la figure. Alors, j'ai dû attendre 15 ans, mais c'était dans l'espace de temps que j'avais défini. Mais bon, ça n'avait pas été traumatisant. Hein, très agaçant quand même. Mais alors, le coup d'après, si on peut dire, la découverte de cette coïncidence entre structure familiale communautaire et carte du communisme,
Structure familiale communautaire, c'est le père, ses fils qui se marient, les femmes sont échangées entre les familles paysannes comme des paquets, et puis quand le père meurt, l'héritage ou ce qu'il en reste est divisé entre les fils. C'était valeur d'autorité, d'égalité. Communisme, autorité, égalité, ça marchait très très bien, c'était très simple. J'ai découvert ça, j'ai généralisé. Dans un bouquin, je me suis enfermé pendant 1 an ou 6 mois, je ne sais plus, à la bibliothèque du Musée de l'Homme, vérifiant de façon méthodique, c'est-à-dire donc j'arrivais à la Thaïlande, je ne savais pas moi ce que si j'avais trouvé cette structure familiale en Thaïlande, mon modèle aurait été foutu, puisque la Thaïlande n'a pas eu de mouvement communiste puissant. Non, juste le contraire. Trop génial. Donc, mais j'ai vraiment vécu ce processus de vérification. Je termine, j'écris mon livre à toute vitesse parce que ça me paraît tellement évident que j'ai peur d'être doublé. Le problème de scientifique, c'est être doublé, publié, quoi. Vite, vite, vite. Voilà, hors circuit. Et parce qu'à l'époque, moi j'étais un étudiant de Peter Laslett, le pape des études sur la famille. Je savais que ça bougeait partout sur la famille. Et je suis d'ailleurs fasciné par un mec qui s'appelle Kertzer, qui a travaillé comme moi en Italie centrale, qui connaissait les structures familiales de l'Italie centrale, communautaire, avec son gros vote communiste. Il écrit sur les deux, et lui n'a pas vu le lien. Il me fascine. Il m'a fait une critique dégueulasse sur la traduction anglaise de mon premier bouquin. Mais voilà, vous voyez, mais là, quand je parle, j'ai l'air mesquin, ou de régler des comptes, mais c'est des mesquineries de savants. Ce n'est pas des mesquineries idéologiques. Et d'ailleurs, les haines de savants peuvent être terribles, hein, parce que je veux dire, s'affronter en termes d'intelligence, c'est quand même plus angoissant que s'affronter sur des questions de valeur. Hein, ça met plus en question, au fond. Voilà, et donc j'arrive, puis ma maman m'avait expliqué, m'avait élevé en me disant que si on travaillait dur et qu'on était honnête, on était récompensé. Et donc je m'attendais à des flots de louanges. Qui est cet homme, le pasteur ou le Newton des sciences sociales? Hurlement de rage, je me fais insulter. Dans l'IB, on me traite de barésien ou de parce que je parle de structure familiale. Donc en France, la famille, travail, famille, patrie, pétainiste, super agréable quand on est d'origine juive en partie. Bon. Donc voilà. Hein. Et qu'on vient d'une tradition plutôt judéo-bolchevique. Enfin bon, donc c'est le mec, les racines, le sol, le sang, pas du tout, non. Structure familiale nucléaire, bon, ça donne de la liberté aussi, voilà. Et donc là, ça a été un vrai traumatisme, et là, c'était un malentendu total, parce que là, c'était ce que vous indiquiez, c'est que on fait une découverte qu'on considère comme scientifique, et on arrive. C'est vrai, avec une arrogance de scientifique. Moi, je ne pense pas que les scientifiques sont des gens aimables. Hein. Je veux dire, pour moi, le scientifique qui arrive et qui se dit « Ouais, en fait, je ne suis pas très bon, je vais être intégré au CNRS, mais je vous garantis que je ne vais pas faire de vagues. Je vais pas du tout dire que les gens avant moi n'ont pas vu certains trucs. Donc vraiment, vous me prenez, vous me payez pendant toute ma vie, mais je vous garantis que je ne vais rien faire d'important. » Vous voyez ? Oui, c'est bien humainement, pourquoi pas ? Mais non, je veux dire, il faut un minimum d'arrogance. Il faut de la modestie devant les données, certainement. Il faut plier devant les données, toujours. Mais non, je veux dire, il faut penser qu'on est le meilleur à un moment donné où ce n'est pas la peine. Hein, on est d'accord ? Hein, je n'ai pas dit de bêtises, là. J'avais dit choquant. Voilà, et donc c'était un vrai traumatisme. Mais j'y repense en ce moment parce que dans la période récente, j'ai été massacré pour un livre d'intervention politique qui s'appelait « Qui est Charlie ?» Et je me suis soigneusement tenu à l'écart des gens qui actuellement, pendant le procès des terroristes résiduels, il y a des gens qui ont essayé de me réentraîner dans ce débat, mais la sortie du livre a été atroce et elle l'a été en un sens. Alors dans le livre, il y avait toujours le même truc, c'est-à-dire les gens étaient là, ça mélangeait les deux aspects. C'est-à-dire que donc, tous les gens étaient là, à se chauffer sur le merveilleux attachement des Français à la liberté, ils parlaient un peu moins de l'égalité, à la défense de la liberté d'expression.
etc. Et puis moi, j'ai acheté l'eBay, puis j'ai vu la carte des manifestations, et puis j'ai vu la carte, si on met de côté la région parisienne, sur laquelle j'ai fait une erreur de calcul qui aurait renforcé ma thèse finalement. Donc j'ai fait une erreur de calcul. Enfin, j'ai fait un mauvais choix contre moi-même. Oui, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dans l'ensemble, c'était la carte de l'ancien catholicisme. Et donc j'ai vu que les régions les plus déchaînées sur la périphérie de la France, c'était les régions de tradition inégalitaire, de tradition autoritaire, anti-républicaine, là où la révolution avait du mal à s'imposer. Et je me suis dit, alors là, c'était compliqué, parce que c'est vrai que d'un autre côté, que voir des... tout à fait, là j'ai été dans les valeurs quand même. C'est-à-dire que j'ai vraiment... La seule valeur qui me mène au bout de moi-même, c'est la question du racisme. C'est des questions certainement d'origine familiale, c'est de tradition familiale aussi. Et donc vraiment, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais l'islamophobie est quelque chose qui me fait horreur sans que telle ou telle religion soit pour moi plus importante ou plus valable, car je ne suis pas croyant du tout en fait. Voilà. Donc il y avait ce plan, mais j'avais quand même aussi le sentiment d'avoir trouvé un truc et d'amener au débat quelque chose. Et donc j'avais expliqué, mais non, c'est pas du tout la République traditionnelle, c'est un néo-républicanisme qui est ancré dans des régions qui ont certaines traditions religieuses, qui est vraisemblablement islamophobe, sans se l'avouer, qui n'est pas du tout attaché au principe d'égalité, qui représente une subversion de la tradition républicaine centrale de la France par la périphérie ex-catholique, qui d'ailleurs avant s'était emparée du Parti socialiste. Je suis courageux, je sais où je suis à Chambéry, hein. Mais l'un des problèmes du catholicisme zombie, c'est qu'il correspond aux zones de plus fort dynamisme culturel. Et donc, c'est là que je fais mes conférences. Alors, donc, pour que ces conférences me laissent vivant, je dépends du niveau éducatif lié à l'effondrement, pas lié au catholicisme, mais à sa disparition. Je peux espérer qu'un certain type de relations sociales consensuelles et polies va me permettre d'échapper à la lapidation. Et ça se passe généralement comme ça. Par contre, dans les régions nucléaires égalitaires dont je défends la tradition, je ne fais jamais de conférences. Parce que c'est là qu'il y a des problèmes éducatifs. Voilà, en général. Je simplifie un peu, mais c'est ça. Mais, donc là, il y a eu un... donc en fait, ça a été affreux. J'ai été insulté par tout le monde, etc. Et en fait, sur le plan pratique, ça m'a beaucoup plus démoli que temporairement, j'espère, que l'histoire purement scientifique de la troisième phénomène, des structures familiales et de l'idéologie. C'est-à-dire, j'ai fini, bon, c'est pas gravissime, mais j'ai fini par tomber malade, ça m'a plus affecté. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'étais plus vieux et moins solide. Et que j'avais, quand j'ai sorti la troisième planète, j'avais une trentaine d'années. En fait, j'étais assez précoce, hein, quand même. Et j'étais très solide, probablement suffisamment autiste, vous voyez, et suffisamment arrogant et désagréable pour mieux supporter le choc. Mais donc ça ne m'a pas rendu malade, ça m'a juste rendu très malheureux, très en colère. Et je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais leur montrer. Et j'ai passé 6 ou 7 ans à faire l'invention de l'Europe pour montrer que j'avais raison. Qui a bien marché pour de mauvaises raisons d'ailleurs. Bon, ça a continué. Mais en fait, en termes de choc, je pense que le premier était plus important. Parce que c'est, sur le fond, beaucoup plus dur de se faire renvoyer dans les cordes quand on a trouvé un truc magnifique en termes d'explication historique, qui marche très bien et qui m'a permis de nourrir toute une carrière de chercheur en conflit avec l'université et de survivre. Et c'est plus grave, au fond, quand on est chercheur, que s'empéguer avec ses concitoyens des classes moyennes auxquelles on appartient, parce qu'on est dans des problèmes de l'instant. Voilà. J'espère que je suis clair. Bon, j'ai l'impression que j'ai compris. Je vais prendre un autre exemple dans la physique, où quelquefois on ramène des objets étranges dans
en s'affrontant au réel, et puis on intervient dans un champ politique qui est très actif, politique ou religieux. Donc un exemple un peu plus ancien avec un Polonais, Copernic, qui trouve que c'est plutôt le Soleil qui devrait être au centre de notre système. Lui, il l'a trouvé avec des maths, des mathématiques. Il y a un religieux, Giordano Bruno, qui trouvait qu'on pouvait faire une philosophie à partir de ça. Bon, ce n'était pas la bonne époque, ils l'ont brûlé. Donc, quelquefois, il y a des découvertes scientifiques, là, le fait de l'héliocentrisme, qui n'étaient pas compris à une époque donnée, comme les structures familiales pouvaient ne pas être comprises au moment de Qui est Charlie. Oui, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les découvertes scientifiques, alors là, c'est des découvertes scientifiques qui sont liées à, si on peut dire, l'idéologie de l'Église, en fait, et à la vision de l'homme. Et au final, quand il s'agit d'expliquer la nature, la science finit toujours par avoir raison. Je veux dire, entre l'homme et la nature, il n'y a pas photo. La nature subsistera. Oui, mais il a fallu beaucoup de temps. Même Galilée, un siècle après. Je vais vous dire, moi, là, il s'agit d'un problème entre le chercheur et la société. Et la société, c'est d'autres hommes. Et on ne peut pas avoir la même confiance en un triomphe de la vérité. Parce que moi, je suis plutôt arrivé à la conclusion que les sociétés, ou certaines sociétés, ne veulent pas savoir la vérité sur elles-mêmes. Et donc, il m'arrive de me dire, tout ce que j'ai fait, c'est très sympa, mais ça sera enfoui parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui vivent dans des cultures individualistes ne veulent pas se poser la question de savoir d'où vient leur individualisme, de savoir qu'il est déterminé aussi par autre chose, et que s'ils voulaient avoir un tempérament totalitaire et mettre en place un système totalitaire, ils n'y arriveraient pas. C'est le problème des communistes anglais, en fait. J'avais une grand-mère anglaise communiste, mais elle a fini, c'est une originale, et qui a fini plutôt au Parti communiste français d'ailleurs. Et donc voilà, donc moi alors c'est vrai que dans les pays de famille souche, donc la grande polarité en France, c'est le centre nucléaire égalitaire, les parents, les enfants, jamais plus comme ménage, dès les 17e, 18e siècles, et même bien avant. Et puis, sur une périphérie, vous avez des types souches, c'est des systèmes de primogéniture masculine, plus ou moins parfaits, parfaits dans le sud-ouest au 19e siècle, imparfaits sur le reste de la périphérie. Et ce que j'ai noté quand je faisais des conférences, c'est que dès le début, les gens qui sortaient des provinces de familles souches, autoritaires et inégalitaires dans leurs valeurs, et qui savaient l'importance, c'est ce qu'on appelle des sociétés à maison, où l'appartenance à une maison, la succession sur une maison était presque plus importante que son propre être. En fait, les gens comprenaient mieux. Quand on me posait une question, c'était toujours un mec du Sud-Ouest. Le sommet de ma carrière d'anthropologue français, je me souviens très bien, je vois encore la salle, au fond, un mec qui se croit malin me pose des questions sur la famille basque. Puis la formulation de cette question m'avait paru un peu bizarre. Famille souche a un droit d'aînesse absolu, c'est-à-dire où l'aîné des filles peut hériter, la plupart du temps, pas dans toutes les vallées, mais dans certains, où l'aîné des filles peut hérite si c'est elle l'aîné des enfants. Et puis, je pose cette question sur la famille basque, et je lui dis, mais vous, monsieur, vous êtes basque ou béarnais? Le béarn, c'est primogéniture masculine. J'avais senti dans ce qu'il disait qu'il n'était pas basque. Mais, donc c'était pour dire, les gens, parce que dans ces cultures régionales ou nationales, les gens ne vivent pas avec l'idée qu'ils sont libres. Je veux dire, les gens savent que la famille est très importante. Et la preuve ultime de ça, ça a été la réception de mon travail au Japon. C'est-à-dire, j'ai fini par développer, depuis le début des années 90, une relation très particulière avec le Japon. Le Japon est un pays de famille souche, comme l'Allemagne, c'est-à-dire primogéniture masculine, qui apparaît par étapes du XIIIe au XIXe siècle, qui se renforce. Et tous mes bouquins sont traduits en japonais. Ma situation au Japon est exactement le contraire de ce qu'elle est ici. Ici, on me prend pour un rebelle destroy.
je m'exprime sur des sites parallèles, je suis interdit d'antenne à France Inter, à France Culture, enfin normal quoi. Oui, et donc je suis classé avec des gauchistes dangereux, alors que moi je suis moi-même un bourgeois paisible. Vous voyez, voilà, mais c'est comme ça. Au Japon, pas du tout. Je fais des interviews dans tous les grands journaux, l'Asahi Shimbun, le Yomiuri, le Mainichi, qui, contrairement aux journaux français, tirent à des millions d'exemplaires. Je interviewe la télé japonaise. Je ne dis pas ça pour me vanter, parce qu'en fait, je veux dire, ça n'est pas dû à moi-même. Mais les Japonais, ils voient arriver un Européen, un Français, un Occidental, qui leur dit qu'il y a une théorie qui dit que la détermination familiale est très importante. La réaction du Japon, c'est un mec normal. Vous voyez ? Et donc, en fait, je veux dire, bon, oui, une variété blanche et bronzée de néo-confucéens. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment... Et donc, simplement, si le Japon dominait l'espace mondial, je serais très confiant pour mes théories. Mais peut-être que si je croyais que la Chine, peut-être, en dehors du fait que je suis assez hostile à la Chine dans mes interviews, donc je ne pense pas que je sois très bien vu, bon, mais la Chine autoritaire, égalitaire, comme la Russie, pourrait faire quelque chose de mes machins quand même, sortie du communisme. Mais bon, mais en fait, elle ne va pas gagner, ils vont se casser la figure, donc pour toutes sortes de raisons. Donc, moi, je crois plutôt à la prédominance persistante du monde anglo-américain. Donc, je suis cuit, parce que c'est famille nucléaire, culture libérale. Jamais ce que je raconte ne sera accepté, quel que soit mon amour de l'Angleterre. Vous voyez ? Donc, je disparaîtrai. Bon. Donc, on va profiter avant qu'il ait disparu pour passer au deuxième ouvrage. Deuxième ouvrage qui est beaucoup plus proche de nos préoccupations contemporaines. Quand j'ai appelé Emmanuel Todd pour Où en sommes-nous, on était en plein mouvement des Gilets jaunes. Et dans ce mouvement des Gilets jaunes, sa première réaction, c'est de dire « j'y comprends rien ». Ce que j'ai fait jusque-là, ça colle pas tout à fait. Puis comme les faits sont têtus et je m'y tiens, il était lancé dans un espèce de marathon qu'il explique dans le livre, en travaillant un grand nombre de données, en retrouvant un ami qui connaît très bien son œuvre régulièrement pour lui dicter ou lui faire une conférence à l'heure du repas, et qui faisait une première mise en forme des chapitres. Et puis ensuite, tout a été réécrit. Et là, on est dans le contemporain pour voir si les structures de la famille, si l'économie, si la stratification scolaire a un impact. Et là, le premier paradoxe rencontré, c'est on n'arrête pas de parler de l'augmentation des inégalités dans la société française. Ce n'est pas tout à fait le point de vue de M. Todd. Non, en fait, c'est vraiment... Enfin, j'ai cherché à comprendre comment... La problématique du livre, c'était comprendre comment la France si elle est voté par référendum le traité de Maastricht en 92. Ça a été une catastrophe économique. Cette catastrophe économique, de plus en plus manifeste, s'est accompagnée, qui a amené la France à perdre pied complètement face à l'Allemagne en Europe, une diminution de puissance considérable, une diminution d'importance des élites françaises elles-mêmes. Comment ça a mené à une disparition de l'opposition à la monnaie unique ? Comment c'est fait contradictoire ? Ça, c'est un problème scientifique. C'est accepter l'évidence de données en apparence contradictoires. Comment expliquer et pour voir ça, j'ai réétudié les années 1990-2020. Donc c'est une étude enfin peut-être pas 2020 exactement, puisque le livre a été publié avant 2020, donc ça aurait été un peu inquiétant que j'aille jusqu'à 2020, mais une trentaine d'années. Et donc j'ai vraiment, très honnêtement, rebalayé tout le champ. Donc la première chose que j'ai constatée, c'est que le modèle de montée des inégalités ne fonctionnait pas. Peut-être un tout petit peu en haut, mais c'est même pas certain.
Et puis, comme je disais, comme les élites françaises ont subi une diminution de puissance relative à l'échelle du monde, finalement, la baisse est aussi pour les gens de tout en haut. Par contre, ce que j'ai constaté, admis, en disant ce que je pense des indices de prix de l'INSEE, c'est qu'en fait, il y a une baisse de vie, du niveau de vie en France, qui est parallèle pour toutes les catégories sociales. Donc, et donc j'ai été amené petit à petit à me poser contre les modèles qui dominent actuellement de pas de fragmentation, parce que l'atomisation, je suis assez d'accord pour certains secteurs de la société française. Mais prenons l'archétype, c'est le modèle de Jérôme Fourquet, le modèle de l'archipélisation. C'était très intéressant. Et là, on est vraiment dans le cadre d'un débat qui, en fait, derrière, dans les coulisses, c'est absolument scientifique, parce que Fourquet est un copain. Et donc, on en a discuté. Et donc, il n'y a pas de... Enfin, je dis, c'est des désaccords de nuances d'interprétation. Moi, je serais plutôt, finalement, j'y réfléchissais en venant dans le train. Lui, c'est le modèle de l'archipel. Il faudrait citer Guillouis aussi avec le modèle France, etc. Moi, c'est le modèle du Titanic, en fait. C'est-à-dire, on est tous en train de couler ensemble. Et dans ce bateau qui coule, les gens sont de plus en plus en conflit avec les autres. Ce qui est un modèle qui existe dans la vie sociale. Donc, j'ai mesuré des chutes parallèles de niveau éducatif pour les enfants de toutes les catégories sociales, cadre supérieur compris. J'ai mesuré des chutes de fécondité parallèles, ça va bien avec la baisse du niveau de vie, de toutes les, dans toutes les classes sociales. Une homogénéisation du territoire. Parler des gilets jaunes. Quand je vous disais que je ne comprenais pas, c'est que je ne comprenais pas parce que ça n'avait pas de carte visible. Et simplement parce que le phénomène des gilets jaunes se répartissait de façon assez homogène ou circulait dans l'espace national sans référence à toutes les géographies anciennes. Et donc moi, j'ai été amené à discerner plutôt un modèle d'homogénéisation et de convergence dans la chute de tous les éléments de la société française. Voilà. Alors, je continue ou oui, vous m'interrompez, c'est comme vous voulez. Alors, je vous interromps pour vous précisiez votre découpage de la société française. Oui. Si vous l'avez en tête. Oui, alors j'ai fait de l'INSEE revu par Marx. C'est-à-dire j'ai pris les nomenclatures, les catégories socio-professionnelles. Enfin, maintenant on dit PCS, mais moi je parle toujours à l'ancienne, catégorie socio-professionnelle de l'INSEE. Et j'ai un peu rajouté des catégories invisibles en haut, et puis je les ai mises un peu en mouvement, si on peut dire. Donc ma description de la société française, c'est, si on part du haut, je pars du haut, j'ai une toute petite pellicule supérieure, qui n'est même pas les 1% supérieurs, qui doit être les 0,1% supérieurs. Et en haut, je ne mets pas comme on le ferait dans cette gauche qui se pense extrême, mais que je ne perçois pas comme très extrême personnellement. Je n'ai pas perçu des classes capitalistes abominables. Je veux dire, il y a des capitalistes abominables en France, pas de problème. Voilà. Mais en fait, ce que j'appelle aristocratie stato-financière. Parce que la catégorie sociale dirigeante en France, c'est la haute bureaucratie et pour moi, le rapport de pilotage et de domination de la société française, qui est une société capitaliste, mais pilotée par l'État qui s'est installé après la Deuxième Guerre mondiale, est toujours valable. Il est toujours valable, et il est d'autant plus valable avec le temps que les stratégies absurdes économiques mises au point par ces catégories sociales supérieures, qu'il s'agisse d'invention de l'euro, monnaie étatiste absurde, ingérable, ou de tentative de néolibéralisation de l'État lui-même en installant dans toutes les administrations, les hôpitaux, l'enseignement, une pellicule bureaucratique supérieure dont la fonction est de rendre le fonctionnement de l'État plus libéral, aboutit en fait à une prolifération bureaucratique et une société civile maltraitée, une industrie maltraitée qui s'effondre. Le modèle, c'est qu'on a un capitalisme en effondrement et un État
qui se renforce sans cesse, alors que tout le monde croit que l'urgence, c'est de combattre le néolibéralisme. Pour moi, c'est vraiment très important. Il y a un élément de fausse conscience. Tous les grands patrons qu'on cite, etc., les premiers qui viennent à l'esprit, c'est les gens des télécoms. Mais les gens des télécoms, ne serait-ce que par l'attribution des fréquences, sont en fait sous la domination de l'État. On ne peut pas... la classe dirigeante, c'est les inspecteurs des finances en France, réduite à sa plus simple expression. Et je dirais qu'en un sens, Castex est encore plus typique que Macron. Vous voyez, quand tout le monde dit « Ah ben non, Macron a nommé Castex parce que Castex existe encore moins... comment s'appelait le précédent? Le mec qui parlait normalement. Édouard Philippe, oui, qui était trop normal encore pour le système. Non, pour moi, le Castex, c'est la vraie incarnation du pouvoir. C'est vraiment le bureaucrate idiot, pas de problème. Et puis, je dirais que Macron est une majorette qui s'agite au-dessus de la réalité de ce pouvoir. Voilà, donc ça, c'est pour les structures de domination réelle. En dessous, j'ai ce que j'appelle, si mes souvenirs sont exacts, la petite bourgeoisie CPIS, c'est-à-dire ce qu'on appelle noblement dans les catégories de l'INSEE, cadres et professions intellectuelles supérieures, beaucoup d'entre nous, sans doute, ici. En tout cas, c'est ma classe, en fait, moi. Et que j'ai requalifié petite bourgeoisie parce que c'est une classe qui est en état de fausse conscience, qui se pense éduquée, supérieure, semi-dominante. Et en fait, pour elle-même et à travers ses enfants, est en chute de revenus et en situation de fausse conscience assez grave. Et donc qui n'est pas du tout la classe qu'elle s'imagine être culturellement dominante. Au-dessous, j'ai un immense bloc que j'appelle majorité centrale atomisée et qui doit être 50% de la population qui regroupe employés qualifiés, professions intermédiaires, techniciens qui sont dans les professions intermédiaires d'ailleurs, et puis indépendants, etc. Et puis au-dessous, ce qui reste, que j'appelle prolétariat en hommage à Marx, mais ce qui reste des milieux populaires, c'est-à-dire les ouvriers et les employés non qualifiés. Ce qui a beaucoup évolué, voilà l'empirisme au travail. L'empirisme au travail. On ne pense pas à la société a priori. Je vais vous montrer comment je travaille. Donc, à la veille de l'élection de Chirac, avant que les gens pensent qu'ils puissent être élus, tout le monde est en train de se gargariser de l'idée de disparition de la classe ouvrière. Les gens, comme le Parti communiste a disparu, ou est en voie de disparition, les gens s'imaginent que la représentation théorique de la classe ouvrière disparaissant, la classe ouvrière elle-même disparaît. Je vais dans la cave de l'Institut national démographique, où je travaillais à l'époque, je prends les recensements, je regarde et je vois que ouvriers plus employés, les employés, les ouvriers étant des hommes, les employés des femmes, le plus souvent, les deux étant mariés ensemble, c'était 50% de la population. Et j'arrive à la vision d'une France où la moitié de la population, c'est toujours les milieux populaires. Et donc je dis, mais attention, c'est là-dedans, et je constate que les évolutions électorales les plus violentes sont dans ces milieux. Et puis je fais un modèle où je dis que non, Balladur ne sera pas élu, Chirac peut être élu. En fait, il n'a pas fait une percée de tête dans les milieux populaires, Chirac, mais il a été suffisamment moins mauvais que Balladur pour passer. Là, j'ai repris les mêmes données. Et là, j'ai constaté autre chose. C'est-à-dire que là, il y avait une réduction de masse de la classe ouvrière dans les 30 dernières années, liée à la désindustrialisation. La désindustrialisation expliquant elle-même assez largement la baisse du niveau de vie, parce que les classes culturellement dominantes ne sont pas forcément les classes économiquement productives, et que maintenant, le monde ouvrier n'était plus au centre de gravité de quoi que ce soit. C'est un monde périphérique. C'est bien ce qu'on sent d'ailleurs. Et donc j'arrive à une représentation de la société qui en fait a été assez peu critiquée. Alors, à ce stade, ce qui était intéressant, c'était les mécanismes de fausse conscience. La fausse conscience ou la non-conscience
est vraiment au cœur des choses. Ça, c'est une notion marxiste quand même. C'est aussi un petit peu... moi, j'ai toujours admiré Marx en tant que personnage, sorte de chercheur... Marx historien, oui, et puis qui n'a pas peur de son nom, quoi. Donc, quand même... il y a autre chose que la science, quand même, quand on parle de la société. C'est-à-dire l'ironie, c'est pas mal aussi, quand même. Bon, et donc, voilà. Et donc j'ai mesuré fausse conscience à tous les niveaux, sauf un niveau qui est plutôt dans la non-conscience. Donc, fausse conscience de la catégorie supérieure, les dirigeants, je veux dire, qui ont fabriqué une monnaie qui a assuré leur propre diminution, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et qui ne comprennent pas pourquoi... je parle des très grands Français, etc. Pourquoi ils font rire les Américains, ils doivent maintenant obéir aux Allemands, pourquoi les Anglais se tirent, enfin, ils ne savent plus ce qui se passe, quoi. Donc peut-être... et que Macron représente assez bien par son refus de la réalité, en fait. Hein ? Donc, et de provocation infantile de toutes les vraies puissances du monde, qui sont sa politique extérieure ou son absence de politique extérieure. Et puis, le plus intéressant pour moi, c'est la petite bourgeoisie CPIS, qui se pense dominante et qui ne l'est pas. Et là, j'arrive, à travers cette catégorie-là, la notion de fausse conscience, de compensation, de cascade des mépris. C'est-à-dire que, modèle Titanic, hein, tout le monde coule, et dans ce monde qui coule, c'est trop dur de penser vers l'extérieur, c'est trop dur de penser une modification de la réalité systémique, et donc on regarde au-dessous de soi pour se sentir mieux. Et là, j'établis un truc qui est pour moi un mécanisme fondamental, même si c'est techniquement assez difficile à prouver. Là, il y a une question de saut de la foi. C'est ça qui est difficile en socio aussi. Et ben, de même qu'on a au bas de la pyramide fausse conscience et mépris, au bout de la cascade des mépris, avec les ouvriers en perte de vitesse qui méprisent les immigrés et leurs enfants, c'est le mépris du bas, c'est celui dont tout le monde a conscience. Et c'est un mépris qui est, je dirais, dénoncé par les gens à éducation supérieure de la petite bourgeoisie CPIS. Donc c'est un mépris que les gens voient d'en haut. Mais les gens de cette petite bourgeoisie CPIS ne se rendent pas compte que progressivement, du fait de leur paralysie et de leur situation en fait difficile, eh ben, le mépris des prolos qui votent Front National est devenu le strict équivalent logique du mépris des prolos Front National pour les enfants d'immigrés musulmans. Voyez, et on arrive, alors ça donne, il y a des éléments de preuve extrêmement intéressants, et j'ai trouvé, c'est vraiment de la recherche ce bouquin. Donc évidemment, les dernières présidentielles, ça sera plus comme ça la prochaine fois. Les profs ont compris que Macron se foutait de leur gueule, les méprisait. On a vu au moment des retraites, le boulet est passé très près. Mais le vote du corps enseignant pour Macron a été phénoménal. Chez les agrégés, ça a atteint du 50% au premier tour. Hein, et ailleurs, chez les certifiés, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, peut-être 40. Et donc la vision et bien entendu le parti préféré du vote Front National, pour plutôt le parti préféré du monde ouvrier, c'est le Front National, pardon, le Rassemblement National. La classe ouvrière diminuée actuelle vote beaucoup plus Front National que la classe ouvrière importante d'autrefois ne votait communiste. Hein. C'est vraiment tout à fait frappant. Et donc, on essaie de nous vendre. En fait, ensemble, c'est 45% du corps électoral. Donc 55% des gens n'ont voté ni Macron, ni Rassemblement National, ni Marine Le Pen, et autre chose. Donc, ce qui a été vendu, et ce qui continue sans doute d'être vendu, et ce à quoi on nous prépare pour les prochaines élections, c'est l'affrontement titanesque de deux forces qui sont en opposition, qui sont une sorte d'arc électrique tendu au-dessus de la société française,
Et j'ai fait, comme par calcul de routine, j'ai calculé des coefficients de corrélation départementaux entre tous les candidats du premier tour de la dernière présidentielle. Si vous avez 2 gros candidats, c'est assez normal d'avoir une corrélation significative et négative, puisqu'ils se partagent un gâteau. Si on se partage un gâteau, on a, corrigez-moi si je me trompe, une corrélation négative. Mais là, vous vous souvenez du chiffre ou pas? Voilà, c'est ça. Je vérifiais parce que la journée était rude. Et je trouve, entre le vote Marine Le Pen et le vote Macron, un coefficient de corrélation de 0,93. Le maximum, c'est 1. C'est-à-dire, de ma vie, je n'en ai pas vu un aussi élevé. Et en tant que chercheur, je m'étais dit, si un coefficient de corrélation dépasse 0,85, c'est probablement qu'on a affaire à quelque chose comme une tautologie et qu'on mesure une corrélation d'une variable avec elle-même, mais apparaissant sous une autre forme. Alors, on a un deuxième élément, c'est que le vote Marine Le Pen était fortement corrélé avec lui-même aux précédentes élections. C'est-à-dire qu'il existait, lui, le vote Marine Le Pen avait une existence autonome. Mais les chiffres nous disaient que si, pour un département donné, on connaissait le vote Le Pen, on pouvait prédire le vote Macron. Mais ça montre simplement que la détermination des gens, statistiquement, je ne parle pas de tel ou tel individu, je ne veux pas avoir de nouveau les ennuis que j'ai vus avec qui est Charlie. Je veux dire, certains individus sont libres quand même. Mais ça veut dire simplement que la motivation probable des individus qui ont voté Macron, au fond, le dénominateur commun, c'était qu'ils votaient contre Le Pen dès le premier tour, à un moment où il n'y a aucun risque. Et donc, là, il y a un petit élément de saut de la foi, et ben, c'est que finalement, c'est une vérification de ce que je suggérais tout à l'heure, de mépris descendant, et c'est que simplement, les gens qui ont voté Macron, et qui se pensaient société ouverte, dynamique, Startup Nation, contre les ouvriers fermés, abrutis, etc., était voter Macron, c'était affirmer sa supériorité, mépris descendant, sur les catégories populaires. Et là, on doit pouvoir trouver peut-être une autre explication à ce coefficient de corrélation, mais la règle en science, c'est que tant qu'on n'a pas mieux, on garde ce qu'on a. Hein, vraiment. Voilà. Alors, cela dit, tout ça, peut-être je vais m'arrêter là pour cette séquence, si on peut dire, ne doit pas faire oublier que la réalité de la société française, et ce qui explique son état d'amorphie, etc., c'est la masse centrale atomisée qui explique, ces professions intermédiaires, qui explique que 55% des gens n'ont pas voté pour Macron ou Le Pen, et qu'on vit un peu dans l'illusion. Bon, on procède à un dévoilement devant des personnes masquées, ce qui est un petit peu paradoxal. Ouais. Donc, je ne sais pas, je vais résumer brutalement pas pour expliquer le coefficient de 93%, mais pour dire que les profs ont voté Macron parce que les prolos allaient voter Le Pen. Oui, c'est ça. Oui, c'est très. Oui. Bon, alors c'est vrai que j'aurais pu aller plus vite. Hein. Voilà. Bon, et puis qu'on a des fonctionnaires qui se prennent pour des libéraux, c'est-à-dire pour casser l'État, mais ils sont tous fonctionnaires à l'intérieur de l'État. Oui. Bon, donc on a un livre avec un certain nombre de paradoxes. Je voudrais terminer sur très très important. C'est chaque fois que quand je fais un livre d'intervention comme ça, je l'avais fait avant d'écrire Après la démocratie. Je relis les luttes de classe en France de Marx et le 18 Brumaire. C'est un acte rituel et je me bidonne toujours autant. Et je cherche à trouver je le dis pas trop, mais je cherche à trouver des équivalents. Je l'ai pas dit dans le livre, mais un jour je dirai qui je pense en Ledru-Rollin de la vie politique actuelle. Mais là, dans le 18 Brumaire, l'un des concepts que j'ai trouvé, c'est le concept d'autonomisation de l'État, quand même déjà. Et alors, ça n'a pas autant de rapport que ça. Hein, il y a une dimension artistique dans la recherche, hein, d'inspiration. Mais je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, la réalité de la société française actuelle, c'est pas le néo-capitalisme, ça n'est pas l'affrontement entre des forces élitistes et populistes, ça n'est pas le marché déchaîné, c'est une société de plus en plus amorphe,
avec en période de baisse du niveau de vie, une baisse même des taux de suicide, qui est tout à fait paradoxale, mais qui n'est pas bon signe. C'est très bon signe pour les gens en tant qu'individus, mais c'est pas très bon signe en termes de tension morale et d'exigence, etc. Et attendez, je termine parce que je vais m'y perdre. C'est un livre compliqué quand même. Et puis je travaille sur un autre livre en ce moment qui devrait assurer ma crucifixion finale. Et donc, en fait, la réalité de la société française, c'est deux groupes en perdition ou en chute, dans la fausse conscience, petite bourgeoisie CPIS, monde ouvrier, une masse centrale atomisée, tout le monde s'appauvrit, et dans ce champ de ruines idéologiques, les partis ont disparu, bien sûr, les partis sont partis, il n'y a plus de partis politiques, les partis politiques ayant disparu, l'État prend son autonomie de plus en plus, et tous les efforts de l'État pour revivifier le marché, donner de l'argent aux MEDEF, faire tout ce qu'on peut, n'aboutissent en fin du compte que parce que l'industrie est détruite à chaque pas par cette gestion de gens qui ne savent pas ce que c'est que le marché, on arrive à un phénomène d'émergence autonome de l'État comme acteur. Et je voudrais dire un mot quand même. Je trouve que si je décris mon modèle tel qu'il est, il résiste, contrairement à nous tous, assez bien à l'épreuve du Covid. C'est-à-dire que, par exemple, les premières idées, la notion de le modèle Titanic, c'est-à-dire d'une société qui n'a plus les ressources matérielles pour faire la critique des indicateurs de prix, de l'INSEE, etc. On nous parle d'une société qui s'enrichit, et puis on se réveille, et puis on ne peut pas produire de masques, on ne produit plus les équipements nécessaires pour faire face, on découvre l'état réel des hôpitaux, on découvre l'appauvrissement en fait, du pays. Bon, il est clair que l'effondrement industriel qui s'aggrave va simplement produire une accélération de ces mouvements. Et quant à la thèse de l'autonomisation de l'État, c'est presque effrayant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas appliquer les consignes sanitaires. C'est pas ça du tout. Mais ce que je dis, c'est que de plus en plus, ce qu'on a sous les yeux, c'est une haute bureaucratie en liberté et qui agit sans même en ne faisant même plus semblant de demander des autorisations fictives à l'Assemblée nationale. Là, on est... Si vous pensez ce que c'est que... J'ai même pas dit que j'étais contre. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas tellement d'opinion sur ce couvre-feu. Je sais pas. L'une des caractéristiques de la situation, c'est que tous les gouvernements sont perdus partout. Il n'y a pas tellement de raison d'en... j'ai plutôt Boris Johnson à la bonne. Et les gens considèrent que sa gestion n'est pas tellement performante non plus. Donc c'est pas ça. Mais le Parlement anglais continue de voter dans la situation. Nous, c'est terminé, on n'en parle même plus. C'est tout de suite l'état d'urgence. Et donc, je trouve que le modèle tient bien le coup quand même. Tient bien le coup. Bon, comme on est arrivé à peu près à l'issue de la partie conférence, peut-être quelques mots sur le fait que l'Europe n'arrête pas de se présenter comme... le plus important dans la démocratie, comme là où la démocratie se fonde. On voit en ce moment une autonomisation de l'État, un Parlement qui ne tient pas compte des résultats des référendums, enfin une démocratie qui commence à dysfonctionner. On se rappelle, c'était votre propos de l'Europe des années 30 et années 40. On se retrouve avec un paysage qui peut faire peur quand on voit ce qui arrive. Oui, ça j'en avais parlé à la fin de Où en sommes-nous, mon livre précédent, et je donnais une explication anthropologique et religieuse. C'est-à-dire, je disais, mais regardez, les pays de vraie tradition libérale sont les pays de famille nucléaire individualiste. Donc c'est la France, la France du bassin parisien, c'est l'Angleterre, c'est la Belgique, la Hollande, ou la partie maritime des Pays-Bas, etc. Et puis... mais la réalité de la zone euro, c'est que c'est une région qui est dominée plutôt, où le type familial majoritaire, c'est la famille souche, allemande, périphérie française, Vénétie, Autriche, nord de l'Espagne et du Portugal.
et puis des traditions religieuses catholiques qui n'ajoutent pas tellement au tempérament démocratique. Mais je donnais une interprétation. Et je disais, non, mais écoutez, regardez, on accuse l'Europe d'être une zone, un système dominé par sa bureaucratie, ensuite par un pays dominant hégémonique, l'Allemagne. Je dis non, je veux dire, on peut dire qu'on n'aime pas l'Europe, mais on ne peut pas l'accuser d'être ce qu'elle est. C'est une région dominée par des structures familiales et religieuses autoritaires et inégalitaires. Et donc c'est un espace dans lequel se déploient les valeurs d'autorité et d'inégalité. Autorité et inégalité entre les pays, en fait. Donc, et puis, autorité et inégalité, je dirais, dans la gestion des pays, des sociétés. Mais en un certain sens, pour moi, l'anthropologie ici, et familiale ou religieuse, c'est simplement quelque chose qui permet d'accepter de voir ce qui se passe, et puis surtout qui permet de ne pas traiter l'histoire comme une sorte de yo-yo où il n'y a pas de phénomène d'inertie. On parlait de physique. Hein, et l'un des fondements, si j'ai bien compris, de la physique classique, c'est le principe d'inertie. Hein, l'un de mes premiers moments de réflexion physique, c'est, je me souviens, en arrivant à la gare de Saint-Germain-en-Laye, venant de Saint-Lazare, enfin rentrant dans ma ville natale de Saint-Germain-en-Laye, j'étais petit, et je ne comprenais pas pourquoi, quand je sautais du train, je n'avais pas immédiatement une vitesse zéro par rapport au quai, et pourquoi je me cassais la figure. Je trouvais ça scandaleux. Je ne suis pas fou, c'est le principe d'inertie. Hein, et donc, dans les France, on n'attendrait pas ça d'un objet lancé qui s'arrête tout d'un coup comme ça. Hein. Mais actuellement, les gens qui ont construit l'Europe ou qui se gargarisent de l'idée que l'Europe est devenue le cœur de la démocratie mondiale, que l'Amérique de Trump est une abomination dangereuse, etc., sont en fait en train de dire qu'il n'existe pas en histoire de principe d'inertie. Ils n'acceptent pas de voir que si on regarde la zone euro dans les années 30, ça va être Salazar, à la fin Franco, ça va être Mussolini, ça va être un régime dictatorial fascisant en Autriche aussi, ça va être l'Allemagne de Hitler. Les Pays-Bas, c'est autre chose, la Belgique, c'est autre chose. La France, c'était à l'époque autre chose, mais si on se place dans l'idée de continuité historique, la réalité de la France, c'est pas juste le libéralisme. C'est toujours une oscillation. Au moment où l'Angleterre mettait en place la monarchie parlementaire, au XVIIe siècle, la France mettait en place l'absolutisme Louis XIVien. C'est-à-dire que la France a en elle-même, dans ses traditions, la virtualité de systèmes autoritaires, qui ne mènent pas des contraintes absolues sur la vie civile, mais quand même de systèmes autoritaires. Et donc voilà. Mais ben voilà, ça me paraît clair. Hein, enfin, pour moi en tout cas. Bon, les autres, je sais pas. Bon, si c'est pas clair pour tout le monde, est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'on est prêt pour les questions? Oui. On a peut-être des micros. Bon, parfait. Vous avez évoqué les CSP+, les bourgeois et les... Un peu plus fort, je suis retraité et sourd. Alors, les jeunes, vous mettez où? Hein? Je pense que la vérité, c'est qu'on... si je suis mon modèle absolument, je ne vais pas parler des jeunes en général. C'est-à-dire, si vous reprenez la notion de stratification éducative que vous avez rappelé au début, c'est qu'en fait, paradoxalement, c'est chez les jeunes que la stratification éducative est actuellement la plus forte. Si vous prenez le monde des retraités, les gens qui ont fait des études supérieures, parmi les retraités, ne sont pas si nombreux que ça encore. Et plus on avance en âge, parce que les études supérieures n'étaient pas très développées. Et donc, la réalité du monde des jeunes, c'est qu'il est extrêmement stratifié sur le plan éducatif. Et donc, c'est probablement dans le monde des jeunes que la division de la société est la plus forte. Ça explique beaucoup l'inactivité, je dirais, socio-politique de la jeunesse. Je dirais que sur le plan des valeurs, on n'en a pas parlé, mais il y a toute une partie du livre qui est sur les phénomènes d'atomisation mentale, de psychisme,
ce qu'appelle, en reprenant les thèses du sociologue Alain Ehrenberg, la notion de fatigue, en fait, le passage de la névrose à la dépression. Bon, il y a toutes sortes de choses comme ça, et comme la forme nouvelle de l'individualisme. Je ne dis pas que les jeunes sont déprimés. Moi, je suis déprimé, mais pas les jeunes. L'atomisation est particulièrement forte, sans doute dans toutes les jeunesses. Et je pense qu'elle est même plus forte que jamais, parce que moi j'ai vécu 68, mais j'ai vécu 68 avec une éducation ancienne, archaïque, et je porte en moi-même toutes les rigidités et les disciplines de cette époque archaïque. Mais les enfants et les petits-enfants d'après 68, qui ont vécu les valeurs libertaires comme un donné par leurs parents, sont sans doute beaucoup plus ancrés dedans. Donc ça crée une situation très bizarre, parce que les jeunes, actuellement, alors là je parle de tous les jeunes, sont ceux qui sont le plus écrasés par le marché mondial. Les jeunes des pays riches sont particulièrement écrasés. Et ce, quel que soit le niveau d'études. Je veux dire, le niveau de vie d'un polytechnicien, d'un jeune polytechnicien actuellement, par rapport à ce qu'était le niveau de vie d'un polytechnicien des générations antérieures, est dérisoire. S'il ne veut pas sombrer, il doit aller boursicoter ou travailler dans la banque et perdre son âme et tout l'intérêt de son cerveau. Donc, on a des jeunes qui sont particulièrement opprimés, mais très divisés, mentalement pas en condition de révolte, et donc on a cette situation extrêmement bizarre d'un groupe qui est le plus victime et qui est extrêmement peu actif sur le plan de la révolte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je reconnais que c'est pas... Je ne brosse pas dans le sens du poil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle de cinéma? Bonsoir. Pardon, je suis un peu loin derrière vous. Vous parlez beaucoup de la conscience ou de la subconscience de ce qui construit les idéologies politiques ou nos votes. Est-ce que vous avez aussi étudié la conscience ou la subconscience de l'urgence climatique? Pas du tout. Alors, je reconnais que c'est un point sur lequel je suis... D'habitude, je dis j'ai une conscience écologique faible. Donc là, je veux dire, je suis même lamentable. Mais, si vous voulez, pour moi, il y a deux choses dans l'urgence climatique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie urgence, qui est une urgence planétaire, mais s'agrège ou se combine avec cette urgence un irréalisme politique très très considérable. C'est-à-dire que je ne sais pas comment dire. Peut-être je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des nouveaux conflits sur des sujets auxquels je n'ai pas assez réfléchi. La grandeur du chercheur, pour moi, c'est d'arriver à un moment où il dit mais écoutez, je n'ai pas réfléchi à ça, je ne suis pas compétent, je ne connais pas les données et je vais donc fermer ma gueule. Bon. Donc là, on est tombé dans l'impasse. Hein. Donc il y avait une impasse pour l'oral. Je crois qu'il y a des questions Internet. Voilà, il y a des questions Facebook. Il y en a deux. La première, ça concerne la dégradation des conditions de vie du monde occidental. Pourrait-elle être expliquée par des causes énergétiques, en particulier l'approvisionnement en pétrole? Bon, je pense que ça veut dire qu'on a passé le pic de l'extraction du pétrole, en 2008 d'ailleurs, si je ne m'abuse. Donc est-ce que ça peut expliquer? Non, la baisse du niveau de vie dans le monde occidental, dans les catégories populaires, puis dans l'ensemble, elle est associée au processus de la globalisation. Le processus de la globalisation, ça a été, par le libre-échange, par la liberté de circulation du capital, ça a été la destruction des appareils industriels des pays les plus avancés, sorte de transfert de classe ouvrière, comme si les gens voulaient se débarrasser de leur classe ouvrière nationale. Ça on pourrait dire, c'est un rêve bourgeois. C'est l'idée, on va avoir le capitalisme sans ouvriers. Donc c'est juste trop génial. Et donc, on va faire travailler les Chinois,
on va faire travailler les gens d'Europe orientale, puisque les anciennes démocraties populaires sont une sorte de Chine intérieure en termes de salaire. Ça permet de l'écart entre les prix de vente un certain temps et le coût de la main-d'œuvre dans ces pays, ça permet des taux de profit fabuleux. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte que on ne peut pas vivre et maintenir un niveau de vie sans production sur le terrain. C'est une idée qui, si on était dans un monde mental, idéologique normal, c'est une idée sur laquelle tout le monde devrait être en train de se ruer, puisque l'épidémie de Covid a montré que sans système industriel, on était foutu. Je ne sens pas une prise de conscience de cette urgence. Voilà ma réponse. L'urgence climatique, d'accord, mais aussi l'urgence industrielle qui n'est pas forcément incompatible, en fait. Donc vraiment... et ça va être la punition ultime. J'avais dans le mystère français, que j'avais fait avec mon copain Lebras, j'avais fait une carte régionale, une carte des régions françaises exportatrices et non exportatrices nettes. Hein, et j'avais été très surpris, découverte empirique, les faits, de voir que parmi les régions exportatrices, il y avait toutes ces régions industrielles présentées comme en déshérence, dont beaucoup votaient Front National avec des oreilles paumées. Et les gens semblent ne pas se rendre compte que quand on aura fermé la dernière usine de pneus et foutu à la porte le dernier ouvrier, etc., c'est le niveau de vie de toutes les classes moyennes qui va s'effondrer. Parce que c'est encore quand même du travail de ces gens, ce travail de ces gens qui assurait notre niveau de vie. Vous voyez ? C'est vraiment le... Et alors, l'énergie... écoutez, depuis la crise du pétrole, de la guerre c'est la guerre du Kippour, j'attends des problèmes avec la production pétrolière, j'attends un épuisement des ressources naturelles qui ne vient jamais. Les États-Unis viennent reconquérir leur place de premier producteur mondial d'hydrocarbures. Les États-Unis vont beaucoup moins mal qu'on ne croit économiquement. J'étais surpris aussi l'autre jour. C'était pour un travail pour des Japonais. J'ai été re-regarder l'évolution du revenu médian aux États-Unis. Et en fait, il remonte. Hein. Il remonte. C'est ça, regarder les données directement. C'est bon, bien sûr, on regarde les États-Unis en surface, on voit une vie politique totalement folle, un pays schizophrène, et qu'on présente comme en totale déliquescence, mais la vérité, c'est qu'économiquement, ils ont mieux géré la crise que nous, parce qu'ils ont injecté plus d'argent dans l'économie, mais sans protéger systématiquement des entreprises qui, de toute façon, dans un système normal, auraient fait faillite. Et donc là, on aura un autre paradoxe à expliquer, c'est un autre livre à faire, peut-être que ce serait mieux qu'un Américain le fasse. Pourquoi est-ce que l'Amérique, qui va plutôt mieux que d'autres économiquement, est dans cet état de schizophrénie politique ? Il y a une deuxième question Internet. Oui, deuxième question Internet, donc pas en rapport avec les livres, mais c'est une question géopolitique qui est sur la Turquie. Comment interprétez-vous l'affirmation de la Turquie dans un monde méditerranéen instable ? Voilà. Et je rajouterai, moi, une question perso, de géopolitique encore. Tout à l'heure, vous avez dit « la Chine va se casser la figure ». Est-ce que vous pourriez étayer un petit peu ça ? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression, alors certainement que je suis influencé par les médias mainstream ou d'autres, mais que ce soit aussi bien au niveau de la gestion de la crise, justement, du Covid, que dans les nouvelles technologies. Juste pour prendre l'exemple de la 5G, la Chine est largement devant les États-Unis, par exemple. Oui. Alors, pour la Turquie, il y a une dynamique de la société turque qui existe. La Turquie est finalement un assez gros pays dont je ne suis pas spécialiste et je ne vais pas rentrer là-dedans. Quand je pense à la Turquie, je me demande pourquoi la France s'est mise en première ligne pour affronter la Turquie. Je ne vois pas la logique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses en politique étrangère, mais je ne vois pas la logique, je ne vois pas la montée d'une obsession turque, parce que réellement, la Turquie, c'est le problème des États-Unis, c'est le problème de la Russie, c'est le problème de l'Iran, c'est peut-être le problème de l'Arabie Saoudite, j'en sais rien, c'est peut-être le problème d'Israël, mais je ne vois pas pourquoi la France, dont les ressources économiques sont très faibles,
les ressources militaires pas mal engagées en Afrique, je ne vois pas du tout. Alors, par contre, j'ai eu l'occasion de le faire l'autre jour à la chaîne RT France. Moi, je vois toute la politique extérieure de Macron comme une agitation de compensation, comme je dirais. En fait, la réalité politique extérieure de la France, c'est que la France a perdu son rang en Europe depuis la crise de 2007-2008. L'Allemagne est devenue hégémonique, dominante. Elle a ses satellites qu'elle fait parler quand elle n'a pas envie de parler directement. Les Pays-Bas, la Finlande, l'Autriche. Elle domine et elle accorde des privilèges à la France, d'irresponsabilité économique, parce que les Allemands savent que si les Français se tiennent tranquilles, ils tiennent le continent. C'est d'ailleurs une vieille politique, en fait. On a déjà vu ça dans l'histoire de France. Et la réalité, pas simplement de Macron, mais de la classe dirigeante française, je ne sais pas comment les gens pensent au Quai d'Orsay, c'est qu'ils ne peuvent plus bouger sans avoir l'autorisation de l'Allemagne. Et s'ils bougent sans l'autorisation de l'Allemagne, il ne se produit rien, car c'est l'Allemagne qui a les moyens matériels, financiers, qui contrôle les autres pays. Et donc j'ai tendance à voir Macron s'agitant contre le Brexit anglais, l'Angleterre, notre seul allié, techniquement, militairement, contre les États-Unis. Les États-Unis s'en foutent de ce que dit la France. Alors Poutine, c'est pas, ça hésite, il hésite. Donc vraiment, on est... mais on n'a pas parlé de la deuxième partie des luttes de classe en France, dans laquelle je dis qu'aucune politique n'est possible en France à cause de l'euro, puisqu'un pays qui n'est pas maître de sa monnaie ne peut pas changer de politique économique. Pas simplement la monnaie, mais l'inclusion dans un espace économique européen, etc. Donc, toute la politique intérieure française est une comédie. Il faut monter... Alors, je suis très, très pressé de savoir quel va être le prochain spectacle. Mais, quel que soit l'élu, à part sortir de l'euro et des règlements commerciaux européens, on ne peut rien faire. Donc, si un élu ne vous dit pas « je vais sortir de l'euro » ou « je vais sortir des règlements commerciaux européens », c'est qu'il veut juste passer à la télé, être élu et faire des discours. Voilà. Mais là, ces derniers temps, réfléchissant à la politique extérieure, je me suis dit que c'est la même chose. Dans un pays qui n'est plus capable d'avoir une politique économique, qui s'appauvrit et se déchire, on n'a pas parlé des déchirements antérieurs, des gilets jaunes et tout le reste, il n'y a pas de politique extérieure possible réellement. Il faut des moyens pour ça. Oui. Alors, sur la Chine, je suis tout à fait d'accord que dans l'instant, la puissance chinoise est très évidente, que l'épidémie de Covid a, d'une certaine manière, montré sa puissance. Je veux dire, c'est quand même formidable de se trouver dans une situation de, par inadvertance, laisser partir de chez soi un virus, et puis d'avoir les moyens techniques pour s'en protéger. Moi, je pense que c'est un hasard complet. Hein. Mais c'est quand même ahurissant. Et donc, si vous regardez les dernières statistiques publiées dans The Economist, le PIB chinois a continué d'augmenter un petit peu. Alors, les chiffres sont faux, à mon avis, il est juste stationnaire. Mais les autres baissent. Non, les États-Unis s'en sortent pas mal. Pour l'Europe, c'est la cata, hein, comme d'habitude. Mais ça, voilà. Et donc maintenant, ce qui me fait être sceptique sur la Chine, c'est des phénomènes de longue durée. C'est d'abord des phénomènes de crise démographique à venir, parce que la baisse de la fécondité a été très rapide. Crise démographique qui est aggravée par la remontée de valeurs familiales anciennes associées à la baisse de fécondité, puisqu'il faut avoir un héritier mâle en Chine. Et donc, on a vu le sexe ratio à la naissance s'élever. C'était 118 garçons pour 100 filles, parce que les gens veulent un fils, et que si on a moins de 2 enfants par femme, les probabilités de ne pas avoir de fils sont assez élevées. Donc, ce n'est pas simplement que ça va créer des déséquilibres sur le marché matrimonial, c'est aussi que ça veut dire que les mentalités anciennes sont vraiment toujours là, et que c'est simplement pas vrai que le pays est modernisé en profondeur. Il y a également le fait que je ne crois pas du tout au génie économique chinois. L'économie chinoise est une économie qui a été conçue comme dépendante des importations occidentales. Et je ne sais pas très bien comment ça va continuer. Surtout que maintenant, les États-Unis sont en train de se mobiliser en tant qu'adversaire principal.
Et puis, l'une des choses, moi, l'un des indicateurs de santé d'un pays, pour moi, c'est sa balance migratoire. C'est-à-dire, si un pays a une balance migratoire positive, s'il y a plus d'immigrés que des migrants, en un sens neutre, tout niveau socio-éducatif confondu, bah, si c'est que le pays attire et qui dispose d'une certaine dynamique, au risque de heurter tous les islamophobes de France, qui sont maintenant et d'autres, c'est, je veux dire, l'un des rares signes positifs qui restent en France, c'est que l'immigration reste positive. Alors, cela dit, c'est vrai que les mecs s'amassent à Calais pour aller ailleurs. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est humiliant pour nous d'avoir des gens qui rentrent en fraude dans le pays et qui veulent aller ailleurs. Je ne comprends même pas comment on peut pas. Mais donc, j'aurais tendance à penser qu'un pays qui a une balance migratoire positive n'est pas complètement foutu. Donc, on n'est pas complètement foutu. L'Angleterre, évidemment, ne l'est pas. Les États-Unis ne le sont pas. Les pays d'Europe occidentale ne le sont pas. Bon, la Croatie est en état est au bord de la mort clinique. La Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine se font pomper toute leur population. La Russie, ça va à peu près. Ça va à peu près parce qu'ils tirent de leur espace, de l'ancien espace soviétique, etc. La Chine est lourdement très déficitaire, en fait. Les statistiques sont très peu fiables, mais il y a une balance migratoire négative nette de 1,5 million de personnes par an. Et les Chinois qui s'en vont, c'est pas n'importe quel Chinois. C'est pas ils sont certainement plus dynamiques, et sans doute ils ont plus d'aspiration en termes d'études, mais c'est évidemment les Chinois libéraux. On connaît tous, beaucoup de gens, on connaît des Chinois qui arrivent. C'est pas juste le choix de l'Occident, c'est aussi le choix de la liberté. Donc, quelque part, la culture chinoise traditionnelle, étouffante pour l'individu, régulatrice, étatique, corrompue, devrait paralyser le pays. Mais évidemment, maintenant, c'est le contraire de mes prédictions sur la Russie. Quand j'ai dit que l'Union soviétique allait se casser la figure, j'avais 25 ans. Je disais, c'est dans 10, 20 ou 30 ans. Je prenais un risque. Vous voyez ? Mais si je vous dis, bon, la Chine va se casser la figure dans 10, 20 ou 30 ans, pour moi, le risque n'est pas bien grand. En fait, je veux dire, le pire, je serai toujours là et semi-gâteux, et on m'en voudra pas. Il y a une question là-bas. 25. Donc ce sera la dernière question. Oui, je sais qu'Emmanuel Todd n'a pas de boule de cristal, il n'est pas là pour ça, mais on est aujourd'hui à 2 ans effectivement d'une élection, on l'a abordé tout à l'heure, avec un risque presque programmé entre les deux forces qui constituent un arc électrique dans la société, comme vous le disiez. On a un regroupement aujourd'hui des forces progressistes, avec toujours ce plancher de verre. On parlait tout à l'heure de chute vertigineuse de l'industrie. Un plafond de verre qui consiste à ne pas vouloir mettre en débat la question de la mondialisation, du rôle de l'UE et de l'euro dans l'économie qui, effectivement, est dans un sale état. D'un autre côté, comment cette lutte des classes pourrait aboutir à un groupe qui puisse... et dans quel délai on peut envisager un groupe ou une convergence de groupes dans les différentes classes que vous avez citées, qui pourrait enfin, je dirais, détruire ce plafond de verre et aboutir à une plateforme progressiste qui motive véritablement les milieux populaires, la classe intermédiaire, pour un changement de société. Écoutez, il y a une conclusion assez longue de mon livre où je parle de ce qu'il faudrait faire tout en disant que je suis sûr que ça ne va pas arriver. Donc je parle de Lénine, des évangiles, d'une crise religieuse à gérer par la fondation d'un parti politique centralisé, un peu motivé, pour sortir la France de l'Europe et des règlements commerciaux. Donc j'ai mon programme qui est exposé à la fin, mais honnêtement, pour dans 2 ans, je ne le sens pas du tout. Mais détendez-vous. On va essayer de vous mettre dans un grand état d'anxiété avec l'idée qu'il faut absolument choisir quelqu'un. Mais dans la mesure où personne, comme j'ai dit tout à l'heure, ne proposera une prise d'indépendance de la France, etc.,
personne n'aura la possibilité de ne rien faire, et donc la haute administration régnera. Si vous voulez vraiment vous détendre, pensez que qui que ce soit, Macron, qui y a d'autres, Mélenchon, Le Pen, ou je ne sais plus comment s'appelle le vert, là, Jadot, imaginez que quel que soit le visage, la parole, le style du type qui sera au pouvoir, à la présidence, pensez que la réalité du pouvoir sera Castex. C'est-à-dire la haute bureaucratie incompétente. Aucun problème. Et détendez-vous. On disait relax and enjoy it.